Il y a près de 5 ans, Emmanuel Macron arrivait à la présidence de la République au terme d'une campagne sidérante. D'un côté, un matraquage médiatique permanent. « 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir Madame Laure Hillerin. Bonjour Madame. Bonjour. Je vous ai reçu pour vos biographies précédentes que j'aime beaucoup, puisque vous avez vraiment un art de la biographie. Je ferai partie du concours de la biographie, je vous l'aurais déjà donné 2 fois. Vous avez écrit une très belle biographie de la comtesse Greffule, L'ombre de Guermantes chez Flammarion. On voit une femme du grand monde finir sa vie dans un appartement, l'immense appartement avenue Georges Mandel, où il fait tellement froid qu'elle plante une tente. Oui, rue d'Astor, exactement. Rue d'Astor. C'était son fils. Et puis, vous êtes venu aussi pour une très jolie biographie de Bonnie de Castellane et d'Anna Gould, son épouse. Pour le plaisir et pour le pire, la vie tumultueuse d'Anna Gould et de Bonnie de Castellane. Et vous avez écrit un petit livre délicieux qui s'appelle Proust pour rire, qui est une anthologie de textes plein d'humour. Jubilatoire. Jubilatoire. Vous avez fait un spectacle oui. À ce sujet qui était un spectacle extrêmement enlevé. Et vous avez eu envie de vous intéresser à la gouvernante de Proust, Céleste Albaret. Et votre livre s'appelle « À la recherche de Céleste Albaret », l'enquête inédite sur la captive de Marcel Proust, toujours chez Flammarion. Comment l'avez-vous rencontrée, Céleste ? Alors Céleste, je l'aime depuis fort longtemps. J'avais déjà lu en 1973, quand elle avait sorti son livre Monsieur Proust, je l'avais lu à l'époque, et puis c'est quelqu'un pour qui j'ai eu toujours beaucoup de sympathie. En plus, j'ai eu le prix Céleste Albaret, qui a été créé par la librairie Fontaine-Haussmann et le littéraire Le Swann. Je l'avais eu pour la comtesse Greffule, c'était la première édition en 2015. Très bien. Et depuis lors, je suis membre du jury du prix Céleste Albaret. Donc voilà, Céleste Albaret est présente dans ma vie depuis longtemps. Mais je ne pensais pas qu'on pourrait trouver énormément d'informations sur elle en dehors des 9-10 années qu'elle a passées avec Marcel Proust. Et puis l'idée m'en est venue quand en 2019, il y a eu sur France Culture une émission Les Grandes Traversées où on passait des extraits de sa voix. Et ces extraits sortaient des enregistrements, des interviews qui avaient été faits par Georges Belmont pour la rédaction de son livre. Et j'ai appris à cette occasion que ces 45 heures d'enregistrement étaient conservées à la Bibliothèque nationale, à la BNF François Mitterrand. En accès libre ? En accès libre. Et donc ça là, y est. je me suis dit, voilà. Donc j'ai commencé par écouter ces enregistrements, non sans mal, parce qu'ensuite on a eu le confinement, etc. Et puis parallèlement, j'ai fait des recherches un peu tous azimuts. Je me suis intéressé à son enfance, donc j'ai été faire des recherches dans les archives de Lozère, qui heureusement étaient accessibles à distance. Je suis allé sur place aussi. J'ai trouvé des documents aux archives, à la Bibliothèque nationale à Paris, à la London Library, etc. Et cerise sur le gâteau,
au moment où j'attaquais la partie de sa vie après la mort de Proust, j'ai appris par hasard que quelqu'un que je connaissais bien avait des archives sur elle. C'était un déjeuner de délibération du prix Céleste Albaret. Moi, je ne parlais à personne de mon projet parce que je ne voulais pas qu'on me pique mon idée. Puis, malgré tout, la conversation à la fin du repas est venue sur Céleste Albaret et Jacques Le Tertre, le patron des hôtels littéraires, me dit « Oh, j'ai des petites choses sur elle que j'ai rachetées dans une vente. » Évidemment, le soir même, je l'appelais et 2 jours après, j'ai été immergé dans des cartons. Il avait racheté aux héritiers de sa fille 2 cartons bourrés de correspondances, de photos, etc., qui contenaient donc une très grande partie de la correspondance qu'elle a reçue depuis sa propre mort, depuis la mort de Proust, 1922, jusqu'à sa propre mort. Donc voilà, grâce à tout ça, j'ai eu un panel absolument complet sur sa vie. Et puis, dans un livre que j'avais déjà effeuillé, si je puis dire, pour la comtesse Grefful, j'ai trouvé une américaine qui s'appelait Mina Curtis, qui était venue à Paris après la guerre et qui m'a brossé un tableau du lieu où elle vivait, rue des Canettes, dont personne ne connaissait, parce qu'on connaît aujourd'hui l'hôtel de la Perle. Et donc, vraiment, voilà, en croisant toutes ces sources, j'ai eu la chance de pouvoir la suivre du berceau à la tombe, comme on dit. Parce que c'est une histoire extraordinaire, c'est l'histoire d'une amitié immédiate et réciproque, et c'est tout de même la confluence de 2 mondes complètement opposés, et la compréhension de l'un et de l'autre par-delà les distances. C'est quand même un moment d'humanité, je trouve, fantastique. Vous citez la jolie phrase de il la vit, leur esprit se plut l'un à l'autre et leur sublime s'amalgama. C'est une phrase de Saint-Simon. Je trouve que ça dépeint extraordinairement le lien de cette amitié. Oui. Leur sublime s'amalgama. Oui, c'est exactement ça. Oui. Vous commencez aussi votre biographie en citant Proust. Céleste, je vais vous faire une confidence. Je voudrais écrire un livre sur vous. Voyez-vous, si j'écrivais ce livre, chère Céleste, on y apprendrait beaucoup. Alors, elle commence... on va peut-être parler de son enfance, parce que cela explique quand même beaucoup. Elle vient donc de Lozère, d'un petit village, mais ce n'est pas une gardeuse d'oie. Elle a une petite éducation, elle va dans une école catholique, elle sait lire et écrire... Oui. Ah oui, absolument. Mais Proust lui disait, vous avez une belle âme et je voudrais savoir d'où vous la tenez. Donc voilà, du coup, j'ai suivi le conseil de Proust, j'ai cherché à savoir d'où elle la tenait. Très joli. Ensuite, je suis allé sur place, bien sûr, mais j'ai aussi fouillé dans les archives où on apprend beaucoup de choses. Donc en fait, elle était du village d'Auxillac, qui est un petit village perdu, mais elle n'était pas... ses parents, son père était propriétaire. À l'époque, dans les archives, quand vous êtes propriétaire... Oui, c'est déjà une classe sociale. Voilà, c'est ça. Vous avez propriétaire, puis vous avez des journaliers, les ouvriers agricoles, enfin, qui s'appellent autrement à l'époque. Et il est meunier également, parce qu'il a un moulin. Donc il a une double casquette. Il a un petit domaine avec quelques domestiques. Et puis voilà, donc elle, c'est un peu le haut du pavé d'Auxillac, même si c'est pas la richesse, mais disons. C'est pas la comtesse Grefful, mais. Non, il ne meurt pas de faim, alors que on est quand même dans un pays qui est extrêmement misérable. Oui. En revanche, sa mère vient d'un milieu complètement différent, et ça, je m'en suis aperçu en lisant entre les lignes dans l'acte de mariage de ses parents. Parce que les parents donc, du père de Céleste et Ginette, ne se sont pas déplacés pour le mariage, ils ont donné. Et la mère donc, de sa mère ne sait ni lire ni écrire, elle signe d'une croix. Voilà. Oui. Donc on peut dire que le père de Céleste avait fait une mésalliance d'une certaine façon, puisqu'il avait épousé une femme d'un milieu beaucoup plus... Donc il avait fait un mariage d'amour, et sa mère était une femme merveilleuse, qui l'a toujours... qui a inondé ses enfants d'amour, et c'est de là que Céleste tient certainement son don pour donner de l'amour inconditionnel. C'est d'ailleurs pourquoi vous citez ce joli texte. Ce que vous avez en vous ne vous appartient pas. Ouais.
Et c'est ce qu'il y a de plus passionnant chez les êtres humains. Savoir d'où nous vient ce que nous sommes. Vous avez une belle âme, mais de qui la tenez-vous? De votre père, de votre mère, de votre grand-mère, de bien plus loin encore? Voilà ce que je voudrais savoir. C'est exactement ça, elle la tient de sa mère, et de bien plus loin encore. Pour moi, c'est quelqu'un qui est enraciné profondément. Il y a une lignée voilà. paysanne qui absolument, parce qu'on peut de grande allure. Jusqu'au XVIIe siècle, et Oui. puis à l'époque où elle vivait, on continuait à vivre comme on vivait au XVIIe siècle, hein, sans voiture, sans mécanisation, sans eau, sans électricité, et en employant encore des tournures de phrases très, très, très XVIIe. Donc elle est enracinée dans le temps et dans l'espace. Alors, beaucoup de frères et sœurs, Oui. Des malheurs, bien sûr, puisque les temps sont durs pour les enfants, et plusieurs malheurs d'enfants qui rejoignent le ciel et qui vont l'effondrer. Oui, donc sa mère donne d'abord naissance à trois frères aînés, dont un qui est sourd-muet, dont Céleste ne parle pas d'ailleurs, c'est curieux. Oui. Ensuite, il y a les deux filles, Marie et Céleste. Et puis il y a un petit frère, le petit frère absolument chéri, qu'elle adore. Qui va malheureusement être tombé malade et partir. Et voilà, et qui meurt à l'âge de 8 ans. Et un an avant, elle avait perdu un de ses frères aînés qu'elle adorait. Oui, dans un accident de travail. Oui. Et alors, ce qui est très curieux, c'est qu'elle ne fait pas le lien, elle, mais moi je l'ai fait immédiatement, bien sûr, en voyant la chronologie. Elle raconte qu'elle était une garçon manquée, très joyeuse, qu'elle courait à la campagne, qu'elle déchirait ses tabliers partout. Et du jour au lendemain, elle s'est enfermée dans une espèce de passivité. Eh bien, elle est rentrée dans la mélancolie. En fait. Voilà, et bien ça correspond exactement avec ce double deuil. Bien sûr, bien évidemment. Et elle va se marier avec un brave homme, mais qui n'a probablement pas le dixième de son acuité et de sa finesse et de sa... Ah, c'était pas n'importe qui, Odilon, quand même. C'est pas n'importe qui. Non. Il passe quand même beaucoup d'après-midi au café. Oui, à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, oui. En tout cas, Odilon va être chauffeur de Proust. Oui. Et comment ça va se passer? Comment Proust fait venir Céleste? Mais alors, Odilon, c'était, vous savez, ces familles du Massif central qui viennent beaucoup à Paris pour être bistrotiers, cafetiers, etc. Oui. Donc, lui, il était orphelin et il avait rejoint sa sœur qui tenait une brasserie très prospère. Et il venait en vacances et c'est sa sœur Adèle qui voulait le caser parce qu'il était chauffeur de taxi. Il était venu pour être cocher de fiacre d'abord, et puis ensuite, très rapidement, l'hiver, il était à Monaco, l'été à Cabourg, et c'est comme ça qu'il travaillait pour la compagnie de taxi qui est dirigée par Bizet, l'ami de Proust. Oui. Et Proust lui avait recommandé 2 chauffeurs, Alfred Agostinelli, C'est ça. qui sera modèle d'Albertine. Bien connu, qui sera l'ami cher de Proust et qui va disparaître dans un accident d'avion. Oui. Et puis Odilon Albaret, et Proust appréciait beaucoup Odilon. Donc en arrivant à Paris, il emmène sa femme à Paris, forcément. Oui. Et évidemment, se retrouver catapulté d'Auxillac à Levallois, ça fait un choc quand même. Dans un appartement sans lumière, sans oui, vue, c'est sans ça, rien. Donc, très propre. donc et là, à nouveau, le choc est dur. Et ce qui est dur, étonnant, c'est que Proust se rend compte de la mélancolie de cette femme. Ça, c'est quand même inouï. Alors, Odilon est venu lui présenter. Oui. Proust l'a à peine vu quelques secondes. Hein. Il a discuté avec Odilon, il a échangé 2 mots avec Céleste. Je vous présente Marcel Proust, en négligé, décoiffé et sans barbe. Bon. Et puis, elle sentait qu'il l'observait un peu, qu'il lui tournait autour. Il a discuté avec il est parti. Mais Marcel Proust, c'était quelqu'un qui avait un regard radioscopique sur les gens. Il avait le don de les transpercer, mais au premier regard. Jusqu'au fond. Ah oui, absolument. Et je pense que même si le hasard a fait beaucoup de choses, a joué un grand rôle dans le fait qu'elle se soit installée finalement chez lui, il y a également une volonté de Proust qui a tout fait pour essayer de faire entrer l'oiseau dans la cale. Donc il parlait avec son chauffeur, comme il passe quand même beaucoup de temps dans la voiture avec lui. Odilon, il dit, je me fais du souci parce que vraiment elle ne mange pas, elle ne dort pas. Et tout de suite, elle comprend, sa mère lui manque, dit-il.
Et il faut qu'elle se distrait. Et donc là, il lui propose de venir tous les après-midi apporter des petits... Être coursière. Voilà, Donc c'est apporter des petits bleus, des petites oui, lettres. des petits bleus ou des petites roses. Non, c'est plutôt les paquets. Les paquets, oui, du c'est côté ça, de les chez livres. Swann venait de sortir, C'est ça, donc oui. il faisait faire des paquets par Nicolas, son valet de chambre, rose pour les dames, bleu pour les messieurs. Et elle devait les porter. En fait, c'est un prétexte parce qu'il avait 2 personnes à son service, il aurait très bien pu faire la chose. Mais c'était une façon de rendre service à Odilon. Et puis, voilà, de faire venir Et petit à peu petit, elle ça. s'installe dans la place. Et ensuite, Céline, la femme de Nicolas, qui était sa femme de chambre, qui était assez insupportable, tombe fort opportunément malade. Donc, Proust l'envoie se reposer le plus longtemps possible. Et puis, quand elle est à l'hôpital, il dit « Prenez tout votre temps pour aller visiter votre femme. Céleste vous remplacera pendant ce temps-là. » Et peu à peu, voilà, elle apprend les habitudes de la maison. Et ensuite arrive la déclaration de guerre. Alors là, ça a été vraiment le motif déterminant, parce que tous les hommes sont mobilisés, le valet de Proust est mobilisé, Odilon est mobilisé. Il dit, vous n'allez pas rester toute seule à Levallois. Venez donc. Elle aurait pu rentrer au Sillac chez sa mère, mais en fait, elle était déjà un peu sous l'emprise. Oui. Donc, elle s'est installée sans savoir du tout si ça... Au départ, c'était provisoire, parce que Proust lui a tout de suite dit, ce n'est pas convenable que je vive seule avec une jeune femme, donc je vais engager un valet. Bon, ce qu'il fait, mais qui ne durera pas longtemps. Et elle écrit « J'étais désintéressée. Je n'ai jamais considéré cette vie près de lui comme un métier, ni comme une servitude. C'est probablement parce qu'il avait tout de suite deviné que j'étais charmée et que je resterais de mon plein gré, qu'il a eu envie de me garder et qu'il y a eu entre nous cette entente merveilleuse. » Oui. Alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'elle l'attend. Bon, alors, elle lui apporte son café, ses croissants, son pain. Elle l'aide en tout. Quand il est malade, elle est tout près de lui. On parle même d'une seconde mère. C'est quelqu'un de l'entourage de Proust qui parle d'une seconde mère. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'elle l'attend quand il rentre de soirée. Et là, elle parle de ses nuits enchantées. Racontez-nous ces nuits enchantées. Oui, c'était un peu ce qui lui faisait passer le côté un peu esclavage de sa vie, parce qu'elle vivait à l'envers, elle était vraiment... Oui. Mais la grande récompense, c'est que... Alors bon, Proust se levait très tard, 2h de l'après-midi, 4h, 6h, enfin peu importe. Et il sortait en soirée, elle voyait tout de suite à la façon dont il avait coiffé son chapeau si la soirée avait été bonne ou pas. Quelquefois, non, vraiment, la pêche n'avait pas été bonne, donc il allait se coucher. Mais quelquefois, il était assez content de sa soirée, et donc alors, soit elle le suivait dans sa chambre, et là, elle restait debout comme un sergent de ville, dit. Et lui, assis sur le bord de son lit, commençait à lui raconter sa soirée. Quelquefois, il l'emmenait dans le petit salon, où là, elle s'asseyait. Et voilà, il lui défilait toute la... Et elle avait un film pour elle. Voilà, exactement. Un film pour elle de tout ce qu'il avait vu. Voilà, c'était du théâtre. Tout... Elle dit, ça a été mon plus beau théâtre. Mais en même temps, elle s'exprimait aussi, et ça amusait énormément Proust, parce qu'elle lui faisait écho. Oui, et comme elle n'avait pas du tout d'esprit servile, elle n'était pas du genre à dire oui monsieur, bien monsieur. Non. Ce qu'elle avait sur le cœur, elle le disait, et ça le faisait... Ils sont à égalité. Oui, absolument. Proust, d'ailleurs, n'avait pas ce sentiment de caste. Pas du tout. Vous parlez de... C'est Proust qui le dit, les bourgeois ont une notion de caste très hindoue. Oui, absolument. C'est lui, en parlant des bourgeois de Combray. C'est vrai, à l'époque, il y avait ceux que l'on pouvait voir et ceux qu'on ne pouvait pas voir. Absolument. Et puis, il dit que souvent, le milieu aristocratique est souvent ignare, et que quelquefois les ouvriers électriciens, dit-il, sont plus ouverts à la culture que... Il était pas du tout... quand on dit que Proust était snob, c'est oui, c'est ça qui est inouï. Vous rendez justice à Proust, parce qu'on voit un personnage empoulé, on voit un personnage très snob, enfin très ancré dans une classe particulière, au milieu de gens très particuliers. Et en fait, tout ça explose avec votre livre. Ah oui. Et on a quelqu'un qui est extrêmement attentif, que l'on soit aristocrate ou que l'on soit sa gouvernante. Mais ce qu'il aime, ce sont les caractères, en fait. Oui. Il cherche, derrière les caractères, les individus, il cherche l'universel.
Et donc elle passe des journées merveilleuses, et je pense qu'elle l'a fasciné autant que lui, il l'a fasciné par son esprit de répartie. Quand par exemple, il lui lit des vers de Sainte Jeanne Perse et qu'elle répond, ce ne sont pas des vers, ce sont des devinettes. Et puis les jugements qu'elle a sur ses amis, d'un seul mot, elle les dépeint. Enfin, ça le fait beaucoup rire. Parce qu'elle n'a pas justement dans son roman, ce qu'il dénonce, c'est François Zin, l'esprit. Voilà, elle n'a pas l'esprit servile du tout. Elle n'était pas une et elle comprend ce qui se passe. Oui. Vous la citez. Je pense que dans sa nuit et son silence, il avait une espèce de méditation constante sur son œuvre. Toute cette solitude était meublée par l'absorption du passé. Ouais, elle a tout compris. Elle a tout compris. Ah oui, elle a tout compris. Et de même qu'elle le décrit. Il y a des tas de biographes qui écrivent des pages et des pages sur les écrivains, mais qui n'ont pas compris ça. Ah oui, absolument. Ah oui. Et elle le décrit aussi quand il part en soirée. Elle dit, je me le représente toujours comme un chasseur à la recherche de ses personnages. Oui, c'est ça. Et c'est exactement ça. Mais en fait, c'était deux grands instinctifs, Proust et Céleste. Parce que Proust, on se représente comme un écrivain très intellectuel. Non, c'est un grand instinctif. Et la recherche du temps perdu, c'est de l'approfondissement de moments, de sensations. Et donc, ces deux grands instinctifs étaient faits pour se reconnaître, même si Céleste avait une éducation plus limitée. Mais contrairement à ce qu'on a dit, ce n'était pas du tout une servante analphabète. Hein. Elle écrivait très bien, avec beaucoup de fautes d'orthographe. Non, mais ça fait partie des caricatures. Non, toutes les servantes ne sont pas analphabètes. Mozart a montré que la comtesse et Suzanne s'entendaient parfaitement bien, et à égalité. Voilà, exactement. On n'est pas chez Marx. Elle s'exprimait très très bien. Son orthographe était un peu déficiente, mais j'ai des lettres, par exemple, de sa belle-sœur, elle n'avait jamais quitté son village, je sais, mais c'est absolument parfait. Je veux dire, une syntaxe, une orthographe parfaite. Et alors, elle va terminer sa vie avec sa sœur, Marie, et on dit bien que sa sœur n'avait pas admirait Céleste. C'est ça qui est merveilleux. Parce qu'elle savait qu'elle ne voyait pas ce que Céleste voyait. C'est joli. Céleste, c'est une famille merveilleuse où on se rend compte que les parents et la mère a quand même dû donner le ton à cette famille, parce qu'il n'y a pas la moindre rancœur. Sa sœur, qui avait 3 ans de plus qu'elle, Marie, et qui l'a finalement, alors elle l'a rejoint chez Proust à la fin de la vie de Proust, parce que Céleste était tellement fatiguée qu'elle avait besoin d'aide. Et puis ensuite, quand elle l'a rejoint également quand elle habitait rue des Canettes, et puis dans la maison de Ravel. Elles ont vieilli ensemble. Elles ont vieilli ensemble, et il faut reconnaître que Marie faisait davantage les grosses besognes, et Céleste faisait davantage les cercles littéraires. Eh bien, il n'y a pas la moindre... Non, elles sont intelligentes, toutes les deux. Voilà, c'est ça. Et alors, j'ai vu une émission absolument merveilleuse qui a été tournée à Méré, à côté de Montfort-la-Maurie, où elles avaient pris leur retraite toutes les deux. Et après la sortie du livre de Céleste. Donc, une interview, on voit Céleste et sa sœur. Et l'intervieweur demande à Marie, mais est-ce que vous ne trouvez pas que votre sœur a eu, je ne sais pas, une meilleure vie que la vôtre? Oh oui, dit-elle. Autrement mieux guidée, je dirais. Parce que ma sœur, elle est intelligente, ma sœur. C'est pas que je sois bête, je ne suis pas bête. Mais ma sœur, elle est intelligente. Elle voit des choses que je ne vois pas. Oui, et c'était dit, alors... C'est très joli. Et c'était dit, mais de façon tellement bon enfant, il n'y avait pas la jalousie est le propre des gens de bas étage. Ben voilà, c'est ça. Et cette famille n'était pas de bas étage. Absolument. Oui. Il y a un photographe qui dit de Céleste, elle se caractérisait par la distinction du cœur, des manières et de l'esprit. Oui. D'ailleurs, vous pouvez, chers amis de TV Liberté, vous pouvez sur Internet trouver une interview télévisée de Céleste. Et alors on voit une femme absolument enchantée qui repense à son passé. Elle doit avoir 75 ans quand elle répond à cette interview. Elle rêve à son passé, elle est à peine là, elle est à peine dans le studio. Elle répète un peu, parce que ça fait 50 ans qu'elle répète. Elle fait tourner son disque. Voilà, c'est ce que disait d'elle, sa fille Odile. Elle disait le disque de Proust tournait sans arrêt dans sa... Il faut dire que à la mort de Proust, tout le monde est venu. Cette femme a tout perdu. C'est-à-dire qu'elle alors tout le monde est venu, bien entendu, tous les amis de Proust, parce qu'elle était...
fêtée, entourée par les amis de Proust. C'était la gardienne du temple, donc évidemment, ils étaient tous très bien avec elle, et elle les connaissait, elle les avait au téléphone et tout. Mais ensuite, chacun est retourné, si je puis dire, un peu dans sa casse sociale. Et elle le dit très justement, c'est très frappant dans les interviews qu'elle donne à Belmont, elle dit « Mais monsieur, il a fallu vivre après, et c'était dur. » Elle ne pouvait plus, elle le dit, j'étais incapable de vivre une vie normale avec des gens normaux. Bon, déjà, il fallait vivre le jour alors qu'elle avait eu l'habitude de vivre la nuit. Donc ça, elle a gardé toujours l'habitude, elle était en peignoir jusqu'à 2h de l'après-midi. Mais surtout, après la conversation éblouissante de Marcel Proust, évidemment, le passe-moi le sel, c'était très dur. Donc, elle s'est retrouvée incapable de vivre avec des gens normaux. Donc, elle a vécu une espèce de double vie. Elle vivait la vie de tout le monde, puisqu'elle devait quand même une vie très dure, rue des Canettes. Hein. Ils vivaient dans une pièce sans fenêtre. Voilà. Elle tenait un garni, ce qui était un garni, des chambres louées au mois, des ouvriers qui venaient du monde entier. Donc, elle leur donnait leurs clés, le linge, etc. Enfin, c'était pas de l'hôtellerie de grand luxe. Hein. Et puis, à côté de ça, elle vivait dans ses souvenirs avec le disque de Proust. Puis très vite, elle a reconstitué un petit cénacle d'amis proches de Proust qui venaient la voir. Et sa fille, Odile, dit d'elle, le disque de Proust tournait sans arrêt dans sa tête. Et sa fille est un magnifique personnage aussi. Ah oui, alors, sa fille est belle comme le jour. Oui. Sa fille, si elle n'avait pas fait ce saut mariage... aurait été certainement plus heureuse. N'empêche qu'elle a c'est une femme fait magnifique. Une carrière auprès d'un homme qui a dû apprécier son élégance et son intelligence, qui est Frédéric Dupont. Absolument. On retrouve Frédéric Dupont. Elle a été le bras droit d'Édouard Frédéric Dupont. Donc du maire du 7e arrondissement. Voilà, oui. Pendant des années et des années. Oui. Et elle avait beaucoup de... Oui, elle était devenue une Parisienne, mais c'était tout à fait le portrait de sa mère aussi. Tout en très élégante, très... et puis en même temps, tout en restant avec un bon sens tout à fait, et un amour pour sa mère merveilleux. Oui. Et dans ce même reportage dont je vous parle, on la voit qui regarde sa mère avec une tendresse merveilleuse, et elle explique que quand on était petite, Proust, elle en avait jusque-là. Alors c'était tout le temps le disque de Proust, on avait voulu lui faire lire à 12 ans, elle ne pouvait plus le voir en peinture, et elle dit, j'ai compris ce qu'a vécu ma mère, justement au moment où elle a écrit son livre, en le lisant et en l'aidant à le corriger, etc. Oui. Parce qu'avant, évidemment, elle était arrivée après, donc, et elle a compris le drame que sa mère a vécu, et on lui demande, mais vous ne lui en voulez pas? Elle lui dit non, au contraire, je l'admire beaucoup, c'est une femme magnifique, je l'admire beaucoup, je voudrais être comme elle. Enfin, et en fait, elle a compris cette phrase de Proust, encore une fois, « Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus. Il n'y a qu'en soi qu'on les retrouve. » Et donc, elle a vécu sa vie elle n'a pas vécu, elle s'est mise presque en sommeil pour rester dans le paradis qu'elle avait... Oui, et alors, une des choses qui l'ont aidée à refaire surface après la mort de Proust, c'est d'abord parce qu'elle a eu cette fille, donc ça lui a donné une raison de vivre. Et puis aussi, elle était en correspondance avec Violet Schiff, qui était Violet et Sidney Schiff étaient des amis anglais de Proust, des amis tardifs, moi, qu'il aimait beaucoup. Oui. Et j'ai retrouvé toute une correspondance, les deux côtés de la correspondance, à la British Library d'un côté, et puis dans les archives de l'hôtel Swann de l'autre côté. Violet Schiff lui a écrit des dizaines de lettres juste après la mort de Proust, et elle est restée en correspondance avec elle. Et lui, alors évidemment, Céleste lui écrivait des lettres déchirantes en disant « Jamais plus je ne pourrai vivre, je vais vivre toute ma vie dans un affreux chagrin. » Et l'autre lui disait « Mais vous avez eu la chance de vivre à côté de lui, maintenant vous devez témoigner, vous avez ça en vous. » Eh bien finalement, ça a porté ses fruits, et finalement, elle a passé sa vie à témoigner. Et on s'aperçoit qu'elle a été enregistrée à la radio dès les années 49. Les premiers interviews d'elle datent des années 49. 1940. Alors au début, c'est drôle parce qu'on voit qu'elle lit un papier que sa fille a dû lui rédiger. Et puis ensuite, elle prend beaucoup d'assurance. Ouais. Et puis alors, quand en 1960, elle s'est installée chez Ravel. Et là, elle était un peu en vitrine. Tous les gens qui voulaient la voir venaient la voir. Et puis, parallèlement, son ascension, si je puis dire, a suivi la courbe de l'ascension de l'œuvre de Proust, qui était au purgatoire pendant un certain temps. Oui.
au moment de l'existentialisme, il était considéré comme un affreux bourgeois qui ne parlait pas du peuple, donc il fallait vraiment pas. Il était tout à fait ni de lutte des classes. Voilà, il faut ni de bien lutte le des dire. classes, donc voilà. Et ensuite, au début des années 50, il y a eu des biographies qui ont commencé à sortir sur lui. Il est paru à la Pléiade en 52, et puis ensuite dans les années 60 en livre de poche. Et en 62, il y a eu ce magnifique documentaire qu'on peut trouver encore sur Internet ou sur le site de l'INA, Marcel Proust, Portrait souvenir. Et c'est là que Céleste est apparue à la télévision pour la première fois. Alors là, la télévision commençait à devenir, il y avait bien à peu près 50% des foyers français qui avaient la... Et tous les anciens amis de Proust témoignaient. Et puis tout d'un coup, on a vu apparaître cette femme. Avec son accent. Voilà, c'est ça. Avec son bon sens Oui, et son c'est ça. admiration. Oui. Il y a Marcel Proust lui a décerné une décoration à Céleste, croix de guerre, car elle a supporté Gotha et Bertha. À Céleste, qui a supporté la croix de mon humeur. À Céleste, croix d'honneur. C'est quand même très joli. Et c'était largement mérité. Ça, c'est dans la dédicace qu'il a faite d'un de ses livres, je crois, du côté de Guermantes, qui est conservé dans une université américaine. Et ça, elle l'a largement mérité, parce que je me suis amusée aussi, pour ce livre, à croiser ce que Céleste raconte avec ce que Proust raconte dans sa correspondance. Il y a à peu près 300 ou 400 lettres dans lesquelles il parle de Céleste. Et de c'est énorme, oui. C'est énorme. D'ailleurs, il y a eu une publication de ce livre, de ces lettres, non? Ah ben, la correspondance de Proust, ça fait 21 volumes. 21 volumes. Mais il n'y en a pas eu un livre spécial sur les lettres où il parle de ces lettres? Non. Ah, ça pourrait être intéressant. Mais vous avez... Oui. Et parce que, évidemment, ce livre, elle l'a écrit, enfin enregistré, et puis ensuite réécrit par Jean Lebon, 50 ans après. Alors vous imaginez qu'il y a forcément un phénomène d'embellissement de la mémoire. Elle avait gardé que le plus beau. C'est-à-dire que jamais il n'y avait un mot entre monsieur était toujours d'une gentillesse, alors d'une courtoisie. Elle était toujours parfaite. Bon, quand on voit les petits mots qui lui laissaient, qui sont conservés également dans une université américaine que j'ai tous regardés, ils sont quelquefois très désagréables. Enfin, à la fin de sa vie surtout. Quand il n'était pas bien, il ne devait pas être charmant. Votre lait est infect, ne refaites jamais ci, ce sont que des courants d'air, n'entrez pas sans frapper. Mais pour elle faisait tout très bien. Par exemple, elle dit « Jamais je ne suis descendue à la cave pendant les bombardements, je voulais rester près de monsieur. » Et Proust raconte, un de ses amis, je me demande si Céleste ne va pas me quitter, elle est tellement terrifiée qu'elle passe ses journées dans la cave. Mais finalement, je trouve que ça la rend d'autant plus sympathique. Humaine. D'autant plus humaine, parce que c'est bien évident que ça a été une forme d'esclavage terrible, mais en même temps, pour elle, un grand bonheur tellement... Alors, vous montrez que la publication de son livre n'a pas été si bien accueillie par des tas de gens qui se sont comportés... comme des hindous avec le sens de la caste. Comment elle n'est pas biographe, elle se permet notamment très, très Claude amusant. Mauriac. C'est assez fascinant. Bon, il a été très bien accueilli par le public. Elle en a vendu à peu près 80 000 exemplaires en France. Mais il y a eu, alors effectivement, d'abord une double page dans le Figaro littéraire avec toutes sortes d'articles plus ou moins faussement flatteur. Et puis ensuite, Bernard Pivot est invité, Claude Mauriac, et puis il y avait un autre Proustien. Ronsac. Ronsac, lui, il défendait plutôt. Il défendait. Il y avait Ronsac, Belmont, et en face, il y avait... il y avait... Claude Mauriac, et je ne sais plus Claude qui Mauriac d'autre. et Franz... Burgot. Burguet. Franz-Olivier Burguet, qui était un jeune Proustien, etc. Et alors là, rien déjà dans le jeu des corps et tout, on voit comme Claude Mauriac, on sentait qu'il était... Il n'a jamais été très détendu. Oui, mais là, il était au supplice. Et bon, bref, ce qui ressortait de leurs propos à tous les deux, c'est que, tant qu'elle raconte comment elle faisait le café au lait, elle attachait les bottines, etc., ça va très bien, elle est dans son rôle, c'est parfait. Mais ensuite, c'est bien simple, il n'arrivait pas à croire que ce soit vrai. C'est incroyable. Que Proust ait passé des heures à c'est lui ce qu'on parler. appelle le syndrome Saint-Germain-des-Prés, vous comprenez. Il y avait le Saint-Germain-des-Prés et le reste, ce sont des primitifs. Oui, mais il y avait une qui forme ne se de lavent jalousie. pas, Il y avait une forme de jalousie, parce qu'ils auraient tellement aimé être à sa place. C'est une forme de jalousie inconsciente. Oui, parce qu'elle savait des choses qu'ils n'ont jamais su. Et puis, Claude Mauriac, il était un peu de la famille, parce qu'il avait quand même épousé la fille de Suzy Mande-Proust. Il faisait partie de la famille, quoi. Si je puis dire. Suzy Mande-Proust, qui n'a pas été non plus très
Non, Céleste Elle a me dit, que du bien d'elle, je mais- la ouais. cite parce qu'elle cite mon ami Maurice Bardèche. Elle dit, mais de toute façon, Maurice Bardèche a tout dit. Oui, elle a très très mal pris le... Et c'est là que j'ai vu que elle la a très mal biographie pris la de sortie Maurice du livre, Bardèche ouais. avait une grande réputation Oui. Oui, absolument. chez les Proustiens. Oui, oui. Alors, Biographie que je n'ai pas oui, encore oui. lue, il faut que je le fasse. Ah oui, ben oui. Et ils sont tous tombés sur ce malheureux Georges Belmont qui avait un peu réécrit, je reconnais, peut-être un peu trop mais c'était pas facile parce que quand on entend Céleste... C'était un sacré bonhomme, Ah oui, Belmont. oui, c'était un grand traducteur. Absolument, un grand traducteur, un normalien. Un normalien. Ouais. J'ai eu la chance de le rencontrer une fois. C'était. Alors, il y avait peut-être aussi derrière, non écrit, mais un certain règlement de compte politique, parce que Belmont avait été pendant 3 mois ministre, pas ministre sous Pétain, Sous il avait l'occupation, été, oui. il avait été, je ne sais pas comment ça s'appelait, adjoint à la au culture. ministre de la jeunesse. Non, Ah oui, de la jeunesse, voilà, de la oui. jeunesse. Ah oui, ça c'est horrible. Et, c'est horrible voilà. ça. Pour Claude Mauriac, c'est et pas ensuite, supportable. il avait changé de nom, donc personne ne lui a reproché de front, mais c'était peut-être en sous-jacent un des reproches. C'est une époque combative, oui. Mais moi, en entendant les enregistrements, je me suis aperçu que sa tâche n'était pas facile, parce qu'il la ramène sur l'obstacle, mais comme un cavalier. Mais alors, elle, quand elle veut se dérober ou faire demi-tour, faire une volte sur les épaules, alors là, elle le fait. Quand elle ne veut pas répondre à une question, elle ne répond pas. Ou elle répond à côté. Elle est très très fine. Très, extrêmement fine, oui. Elle est très très fine. Elle voit tout. Et encore une fois, elle voit un monde qui n'est pas le sien. C'est ça qui est inouï. Je vais lire un petit passage de votre livre parce qu'il est sous le titre « Le plus beau théâtre ». Le feu d'artifice peut commencer. Devant elle, il revit sa soirée, anime les personnages comme dans une pièce de théâtre. Il décrit la merveilleuse robe à revers gorge de pigeon de la jeune Marie-Blanche Lanvin. Il mime l'odieuse femme du ministre des Finances, vêtue de lamets d'argent, lançant du haut de son nez. C'est le dernier argent de la France. La spirituelle princesse Murat, avec ses bottes haut lacées, si slavophile qu'elle semble toujours prête à bondir sur vous dans une danse cosaque. La fantasque Marie Sheshkevitch, dénouant ses cheveux, assise par terre dans un salon du Ritz, ou lui caressant le visage avec la queue de son renard blanc en lui répétant « Marcel, je vous aime ». Le comte Étienne de Beaumont, prototype de ces gens qui empruntent autour d'eux le peu d'esprit qu'ils ont. Et toc. Jean Cocteau, courant sur les tables chez la rue en criant « C'est Marcel, c'est Marcel !» Le délicieux abbé Munier, confesseur du tout Paris, dont la bonne se nomme Satan. Faut le faire. Dans sa soutane usée, son visage plein de verrues illuminé par des yeux d'un bleu enfantin, tortillant son toupet de cheveux gris, en proférant d'un air innocent des plaisanteries fort peu ecclésiastiques, avant de se sauver pour aller retrouver ses poules mystiques, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Et là, tout d'un coup, on est dans un roman de Proust. Alors, vous montrez bien que c'est quand même un monde qui brille de ses derniers feux. C'est un... Ah ben oui, c'était la guerre de 14 c'est la fin d'un monde. allait faire tout basculer. C'est la fin d'un monde. Et Proust l'avait tout de suite vu. Oui. Il y a des fulgurants, il y a des descriptions dans la recherche où il décrit l'opéra comme à la veille d'un incendie. Il a des phrases prémonitoires, hein. Notamment dans la recherche, à un moment donné, il décrit la grande salle à manger de Balbec, et avec tous ces gens qui sont là, et puis la foule, des pêcheurs et des petits bourgeois qui se pressent au vitrage pour apercevoir lentement balancés dans les remous d'or la vie étrange de tous ces gens, pareil à des poissons, des mollusques étranges. Et il met une parenthèse, une grande question sociale, de savoir si les gens obscurs qui regardent avidement dans la nuit ne viendront pas les cueillir dans leur aquarium et les manger. C'est ce qui s'est passé en Russie, à Moscou.
Notre Céleste est au théâtre, elle l'écrit d'ailleurs. C'est le plus beau théâtre auquel il m'ait été donné d'assister. Et c'est vrai que pour une petite fille d'Auxiliac, le spectacle est intéressant. Bah, c'est sûr. Le vrai théâtre, en arrivant, Proust, pour la distraire un peu, son mari l'a emmené voir Mignon. Et elle entraque, il lui a dit, alors ça te plaît? Et elle a répondu, est-ce qu'il y en a encore pour longtemps? Donc elle préférait le théâtre de Proust, nettement. Et oui, parce qu'elle était actrice dans ce théâtre, en plus de ça. Bien sûr. Alors elle téléphonait, un de ses rôles essentiels, c'était de téléphoner, parce que dès qu'il est... Proust, en fait, a engagé Céleste, ils sont partis pour Cabourg. Là c'était un épisode qui leur a permis de resserrer beaucoup leur lien. Depuis, il l'appelait Madame Albaret, etc. Mais là, bon, à Cabourg, ils pouvaient se promener ensemble sur la digue et ils ont appris à mieux se connaître et elle s'est un peu détendue. Et quand ils sont rentrés à Paris, il a renvoyé le valet de chambre, de toute façon, il devait repartir parce qu'il était mobilisé, le valet de chambre suédois, oui. Enfin... Plus exactement, non, il est parti aux États-Unis parce qu'il pouvait pas rester en France. Et donc, il est resté en tête-à-tête avec Céleste. Il a résilié son abonnement téléphonique. Donc, c'était Céleste la messagère. Elle énervait beaucoup, d'ailleurs, certains amis de Proust parce qu'elle avait la même voix. Elle parlait comme lui. Alors, quand elle appelait, par exemple, la princesse Souzo, la future Madame Paul Morand, elle pensait « Ah, c'est vous, Marcel !»« Non, princesse, c'est Céleste. » Et elle écrivait à Proust, Céleste, c'est insupportable. Non seulement elle parle comme vous, mais en plus elle est beaucoup trop élégante. Parce qu'elle ne mettait jamais de tablier, elle était toujours en robe de soie. Elle est beaucoup trop élégante. Vous ne devriez pas le supporter. Comme si on devait, oui. On pouvait être trop élégante. Enfin, je veux dire, c'était oui, hallucinant. oui. Mais elle supportait pas qu'une gouvernante soit aussi élégante qu'elle. Oui, c'est oui. ça qui était. Oui. Ça, c'est la méchanceté, elle était pure. Et Enfin, l'imbécilité, j'ai envie de dire. Sa fille, Odile, d'ailleurs, a bien spécifié. Elle dit « Je n'ai jamais vu ma mère avec un tablier, elle était toujours en robe de soie. » Robe de soie. Oui. Quand il y a des films sur Céleste qui la représentent, mais notamment le film de Percy Adlon, qui la représente dans sa cuisine avec un tablier, non, pas de tablier. Vous avez un œil vous-même extrêmement acéré, vous avez extrêmement attentif, rien ne vous échappe de cette époque, y compris la musique. Vous parlez de cet air magnifique, Tous les lilas meurent. Ah oui, ce poème de Sully Prudhomme, qui était le seul mis poème en musique par Gabriel Fauré. Oui, alors ça, moi, je ne dis pas qu'il a été mis en musique par Gabriel Fauré, mais c'est vous plus qui... tard. Voilà, oui. C'est un poème que j'adore et c'est un air. Je conseille à toutes celles qui veulent chanter de le chanter parce que c'est un air absolument magnifique. C'était le seul poème que Céleste connaissait par cœur et du coup, Proust lui avait écrit sur une feuille qu'elle a toujours gardée. C'est un poème très mélancolique. Tous les lilas meurent, tous les baisers, les baisers aussi meurent, ou les amours. Je rêve des couples. Je rêve d'un baiser qui dure toujours. Oui, ou d'un couple. Ou d'un amour, qui dure toujours. Je rêve d'un amour qui dure toujours. Ouais. C'était d'une certaine façon ce que Céleste a reconstitué avec Marcel Proust. Il y a une très jolie, parce que à la fin de sa vie, mais très peu de temps assez peu de temps avant sa mort, au moment où elle a été faite commandeur des arts et lettres, elle a été interviewée pour la télévision et c'est une toute jeune journaliste qui l'interroge. Et on entend, donc, elle est dans le jardin à Méret, et la jeune journaliste, donc elle raconte sa vie, etc. Elle dit, mais enfin, c'était de l'esclavage, comment est-ce que vous pouviez supporter ça? Vous étiez amoureuse de lui. L'amour est toujours un esclavage. Non, je ne l'étais pas. Mais enfin, quoi, dit la journaliste. Et là, bon, je l'aimais. Et puis elle poursuit, je l'aimais comme un enfant. J'aimais lui faire plaisir. C'était de l'amour inconditionnel. Absolument, absolument. En tout cas, merci beaucoup, Laure Hillerin, parce que ce livre, À la recherche de Céleste Albaret, l'enquête inédite sur la captive de Marcel Proust chez Flammarion est un grand bonheur. Merci vraiment beaucoup parce que lire vos livres, c'est un enchantement. Vous avez une plume remarquable, et puis vous parlez du fond de votre cœur. Vous êtes là dans le livre, vous êtes la troisième personne. Il y a Proust, il y a Céleste et il y a Laure Hillerin. Et c'est tout à fait merveilleux.
Je voulais parler, puisqu'il n'y a plus de chronique de cinéma, puisqu'on va beaucoup moins au cinéma, de ce film de Moretti, film italien, Tripiani, ou Trepiani, 3 étages. Ouais. Vous l'avez vu? Non. Et alors, la critique l'a descendu de façon honteuse. En fait, je crois savoir pourquoi. Il n'y a aucun des éléments de la propagande habituelle sur des tas de sujets. Vous voyez? C'est un immeuble très italien, avec que des Italiens, des familles. 3 familles. La première image est dramatique. Et petit à petit, la vie reprend son cours et ça se termine dans la grande lumière. C'est un film extraordinairement construit. J'aime beaucoup et c'est très intelligent. Certains ont prétendu que c'était long. Si on ne veut pas passer de temps au cinéma, on n'y va pas. Mais moi, je trouve que ça passe très très vite parce que les scènes sont très rapides. J'ai tendance à toujours prévoir ce qui va se passer parce que c'est une déformation professionnelle. Mais là, je peux vous dire que on ne peut pas imaginer la scène d'après, ce qui est déjà très important. Et comme c'est très biographique, je voulais en parler à la fin de votre émission. Merci beaucoup, Laure Hillerin. Chers amis de TV Liberté, à très vite.